Bonjour à tous et à toutes. On est très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce deuxième atelier de la quatrième saison de Philosophe au féminin. Avant de commencer, je vais faire un petit mot au nom de toute l'équipe vis-à-vis de la grève qu'il y a aujourd'hui. Philosophe au féminin tient à apporter un soutien total et inconditionnel aux grévistes en ce jour de grève nationale contre la réforme des retraites. On tient aussi à manifester notre opposition à cette réforme, qui est une réforme mortifère qui nuira à tous et à toutes, mais particulièrement à celles et ceux que le travail blesse, tue, détruit et rend malades, et qui aura des répercussions accrues et particulièrement graves sur les conditions de vie des femmes. Et petite fin du mot, hein, sur la grève donc on va, comme d'habitude, vous rappeler, le projet Philosophe au féminin pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore et qui viennent pour la première fois. Donc le projet Philosophe au féminin, c'est un projet qui est né il y a bientôt, 4 ans, à la suite de la publication de la tribune «Combien de philosophes?» qui est parue dans le journal Libération. Donc je vais vous lire un petit extrait pour bien resituer, le projet. Combien d'autrices sont enseignées au programme de philosophie de terminale, au sein des cursus universitaires? Quasiment aucune. L'exception, Hannah Arendt, ne nous satisfait plus. Des philosophes, au féminin du coup, dans l'histoire, il y en a bien des centaines. Elles ne sont pas mineures, mais minorisées. Y compris dans les pratiques contemporaines, on ne compte plus le nombre de soutenances de thèses, de colloques en non-mixité, des entre-soi des hommes qui pensent sur des hommes pour des hommes. Les travaux de philosophes au féminin, donc, sont moins lus, moins cités, moins débattus ou avec moins de probité intellectuelle. Bien plus qu'un préjugé, il y a ici une production d'ignorance arrogante. Ne nous trompons pas de débat. Il n'est pas question de féminiser la philosophie, mais bien plutôt de la démasculiniser. Et donc, les ateliers philosophes au féminin n'ont qu'une seule mission, c'est celle de rendre aux femmes philosophes l'intérêt scientifique qu'elles méritent. Pour cela, nous avons imaginé un cycle d'ateliers philosophiques qui a pour but de faire découvrir le travail des femmes en philosophie. Et donc, face au grand succès de notre appel à contribution, nous avons décidé de reconduire l'expérience, ce qui va nous permettre de couvrir une grande diversité de thématiques et de sous-champs de la philosophie. Donc du coup, le principe, est simple. On a chaque intervention qui peut se centrer sur un texte, une œuvre complète ou une pensée philosophique issue de n'importe quel courant de la philosophie ancienne, moderne ou contemporaine. Le seul impératif étant que cette intervention mette en avant le travail d'une femme, autrice en philosophie, afin de lui restituer sa place dans les grands débats qui animent notre discipline. Notre but est de donner à voir, la diversité des écrits et la grande richesse des textes philosophiques écrits par des femmes. Donc nous espérons que cela puisse permettre, aux professeurs et professeureux d'intégrer davantage de femmes dans leur programme, que les étudiants se penchent avec plus d'intérêt sur les travaux de philosophes, mais aussi qu'en dehors de l'université et du lycée, les femmes philosophes soient connues pour leur contribution à l'histoire, des idées. Se réapproprier les savoirs, c'est aussi donner la parole à des femmes philosophes et donc tout au long de nos ateliers, vous entendrez dans une écrasante majorité des étudiantes, chercheuses et des professeurs, comme c'est le cas aujourd'hui. Enfin, pas le fait que ce soit des professeurs, mais que ce soit 2 femmes, pardon. Et ces ateliers ont été l'occasion de leur offrir un cadre bienveillant pour une première communication ou parfois juste un lieu d'échange sur des thématiques, peu discutées dans le monde universitaire. Donc cette bienveillance, elle doit se poursuivre, tout au long de la séance que nous passerons ensemble et en tant qu'organisatrice, nous veillerons au respect, de cette règle. Donc les questions, posées par les auditeurs et auditrices ne doivent pas avoir pour but de déstabiliser les intervenantes, mais en général, ça se passe bien et les questions, sont évidemment, bienvenues. Hem, donc passons au thème de cette, 2 atelier de la saison, 2023, des ateliers philosophes au féminin et pas des moindres pour, ce qui concerne l'actualité, de cette semaine ou de ces derniers mois. Nous allons nous pencher du coup sur le pouvoir dans la théorie féministe. Hem, donc du coup, nous écouterons, d'abord, Adèle Paillet, doctorante à l'ENS Lyon et à l'université, Laval, qui se demandera si la domination est contre nature, à partir d'une lecture, critique de Mary Parker Follett et Starhawk. Puis, nous écouterons, Lila Droussant, doctorante en philosophie à l'ENS Lyon et également membre de Philosophes au féminin, qui nous présentera le travail, d'Amy Allen et notamment sa cartographie du pouvoir féministe.
je suis en 2e année de thèse. Heu, donc je m'intéresse à ces 2 autrices, pas seulement à elles, mais je les lis quand même, pas mal dans ma thèse, donc j'ai voulu, profiter de cette occasion pour, les présenter. Hem, donc ces 2 autrices qui appartiennent à des époques différentes, je vous ai mis les dates, sur le PowerPoint. Donc pour Mary Parker Follett, on est, dans la première re moitié du XXe siècle, parce qu'elle va commencer surtout à écrire, au début du XXe. Et pour Starhawk, on est dans la deuxième moitié, donc on est dans 2 périodes, différentes, mais en fait, elles ont eu des réflexions qui sont assez similaires. En fait, ce qu'elles ont fait toutes les 2, c'est que, elles ont spécifié un concept de pouvoir en parlant de pouvoir sûr, par opposition à un autre type de pouvoir. Chez Mary Parker Follett, on a un pouvoir, avec, et chez Starhawk, on a un pouvoir du dedans. Et donc ce qu'elle nous dit, c'est que, enfin par cette inflexion conceptuelle-là, c'est que, le pouvoir sûr, ce n'est pas la seule forme de pouvoir possible. Le pouvoir sûr, ça désigne la relation de domination qui, consiste en un type d'interaction qu'on connaît assez bien, hein. C'est quand, on a une personne, qui va augmenter, sa capacité à agir et à penser, et en contrepartie, ça va réduire, heu, la capacité à agir et à penser d'une autre personne. Puis c'est une interaction, ça veut dire que, pour, gagner en pouvoir, il faut qu'une autre personne perde en pouvoir. Et cette interaction humaine, elle s'inscrit dans un contexte, plus général, qui va, réguler, structurer les rapports de pouvoir, entre les individus. Hem et donc Follett et Starhawk nous disent: «Ben, c'est pas la seule forme de pouvoir possible». Donc je vais essayer de les présenter de manière assez synthétique parce que je peux pas rentrer dans le détail de leur théorie, j'ai pas le temps. Mais pour celles et ceux qui le souhaitent, je pourrais envoyer mes notes, si jamais vous n'arrivez pas à suivre tout ce que je vais dire. Hem, Si je me suis intéressée à ces 2 autrices, c'est parce qu'en fait, elles appartiennent toutes les 2 à ce qu'on appelle la théorie de l'organisation. Donc c'est un ensemble de travaux très, très riches, mais qui commence au début du XXe siècle avec les travaux de Taylor, hein, on connaît bien on voit ce que c'est le taylorisme. Et Follett, elle s'inscrit directement dans ce contexte où, le taylorisme est très présent dans la théorie, mais aussi dans l'organisation concrète, du travail. Et il y a des mouvements de grève très importants à son époque qui réclament plus de démocratie industrielle, on dit. Donc elle va, en écho à ces, revendications, essayer de penser des groupes de travail qui fonctionnent de manière, plus démocratique. Et puis elle va être aussi engagée dans des centres sociaux, dans un quartier de Boston, un quartier populaire, où elle va essayer de mettre en place des groupes de discussion, et de faire, ce qu'on appelle du community organizing. Et en fait, elle va construire vraiment sa théorie du pouvoir à partir de ses expériences, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'elle appartient pas au domaine académique. Heu, Starhawk, elle est dans un contexte, très différent. C'est, les années, 70 et 80, c'est les années de la lutte, écoféministe, contre le nucléaire. Et en fait, ce qui se joue dans ces années-là, c'est que, on a une remise en question profonde de, les man enfin, de nos manières traditionnelles, d'organiser la lutte. Parce que, ce que va apporter Starhawk et d'autres, c'est, l'idée que, on ne peut pas, lutter contre, une oppression si dans nos méthodes d'organisation, on reproduit, ce dont on est censé se débarrasser. Et le pouvoir qu'elle va conceptualiser, le pouvoir du dedans, va renvoyer à ça, c'est-à-dire à l'idée que pour mettre fin à la domination de la nature, parce que c'est ça qui l'intéresse elle, et ben, il faut développer un autre type de pouvoir. Et donc ça va être à la fois une nouvelle manière de faire groupe, une nouvelle manière de nous organiser, mais aussi, comme on le verra, une autre manière d'être, en fait, ce qu'elle appelle une attitude, et donc toute une nouvelle, structuration psychique. Hem, donc je vais essayer de présenter ces 2 théories-là, mais je vais le faire en me focalisant sur, quelque chose qui est au cœur de leur projet politique et théorique, c'est, la référence à la nature. Parce que, en fait, depuis le XXe siècle, dans la théorie de l'organisation, on a l'idée que les organisations humaines sont forcément, hiérarchiques. Et ça vient en continuité avec toute une anthropologie qui s'est mise en place, depuis Hobbes, qui veut que, le besoin de nomination et le besoin de domination pardon, est constitutif, de la nature humaine. Et donc ça a conduit à l'idée que la hiérarchie, c'est quelque chose de naturel. Mais il y a des présupposés ontologiques derrière, c'est que,
en fait, si c'est naturel pour les humains de dominer dans leur façon de s'organiser, c'est parce que en fait, dans la nature, dans les choses qui existent, il y aurait des rapports de force et de résistance, et qu'en fait, nos structures sociales, elles ne font que refléter cette espèce de ces relations de pouvoir, qui sont comme des relations physiques, quoi. Et donc pour, reconstruire un concept de pouvoir qui va être autre chose que de la domination, et ben, en fait, il va falloir refaire une ontologie de la nature. Donc nous, on va s'intéresser, à ces moments théoriques-là qui correspondent à 2 extraits, dans leurs œuvres. Pour Mary Parker Follett, c'est, le chapitre 10 de Creative Experience qui est publié en 1924, et pour Starhawk, c'est le premier chapitre de Rêver l'obscur qui est publié en 1982. Je sais pas, j'ai envoyé les extraits, voilà, pour, que vous puissiez, y retourner si jamais vous voulez approfondir, leur théorie. Et donc ce que je vais essayer de montrer, c'est comment, une certaine conception de la nature s'articule à une certaine pensée du pouvoir, comment elles vont fonder leur concept de pouvoir, sur, leur concept de nature. Mais le titre de cette, présentation, c'est, donc «La domination est-elle contre nature?» Point d'interrogation. Je pose une question parce qu'en fait, bah, pour ces autrices, oui, la domination est contre nature, mais on va voir que c'est pas si évident que ça. Et en fait, ce que j'aimerais faire, c'est surtout, les présenter de manière critique, donc montrer la force, politique de leur naturalisme, mais aussi, de pointer les limites, de ces postulats-là, et de se demander, en fait, à la fin, est-ce que c'est vraiment en dénaturalisant la domination qu'on arrive à lutter, efficacement contre? Parce que, l'objectif, derrière ces théories, c'est ça, c'est de se débarrasser de la domination. Voilà, donc je vais commencer par Follett. Donc Eva, tu peux, laisser tomber le PowerPoint, si c'est possible pour toi. Voilà, comme ça, vous pouvez, vous concentrer pleinement sur, ce que je raconte. Donc Mary Parker Follett. Alors pourquoi est-ce que, elle s'intéresse à la nature? Donc il faut avoir quelque chose, en tête quand on la lit, c'est qu'elle est pragmatiste. Et une pragmatiste, c'est une philosophe qui, essaye pas de penser un modèle, de manière abstraite, de manière purement conceptuelle qu'ensuite on va faire descendre dans les institutions. Mais on suit une autre méthode qui est la méthode de l'idéalisme pragmatiste, et qui consiste à construire des critères normatifs, mais à partir de, ce qui est, donc en étudiant, les faits. Et Follett, elle nous explique au début de Creative Experience que, le politique, ce n'est que de l'interaction sociale. Heu, une interaction sociale, c'est une relation de pouvoir. Donc elle va essayer de construire un type de pouvoir légitime en étudiant, comment ça fonctionne une interaction sociale. Et pour comprendre comment fonctionne une interaction sociale, elle va, déjà s'intéresser à l'échelle individuelle, comment un individu il agit en interagissant avec, les choses qui sont autour, de lui, et elle va s'appuyer sur 2 théories. 2 théories, psychologiques qui sont en vogue à l'époque, donc on est dans les années 20-30, donc c'est le moment où la psychologie comme discipline commence à se mettre en place. Donc la première théorie, c'est, la théorie de la réponse circulaire. Si vous avez lu le texte, vous avez dû voir apparaître beaucoup le mot intégration, et donc elle a expliqué avant, à quoi ça correspondait, et donc ça correspond à cette théorie-là. La théorie de la réponse circulaire, c'est une remise en question, du schéma classique du behaviorisme. En français, on dit comportementalisme. Je ne sais pas si certaines, ont déjà eu vent de cette théorie, mais, en gros, c'est l'idée qu'un comportement, c'est une réponse, mécanique à un stimulus. Donc, par exemple, vous touchez une plaque, brûlante. La plaque brûlante, c'est, le stimulus, et la réponse, c'est le réflexe, d'enlever la main. Et en fait, ce que montre la théorie de la réponse circulaire, c'est qu'on n'est jamais en train de répondre mécaniquement à des stimulus, parce que si je reprends l'exemple de la plaque, eh ben, la plaque, elle ne vous aurait pas brûlé si vous n'étiez pas allé la toucher. Donc en fait, une interaction, c'est pas, un élément qui A qui rencontre un élément B, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est une interaction permanente, complexe, à l'intérieur de laquelle, la réponse et le stimulus, vont se constituer comme tels. Donc c'est l'idée que c'est l'interaction qui prime sur la constitution des éléments individuels qui interagissent.
Cette interaction, elle appelle ça aussi la situation totale. Donc, c'est tout l'ensemble des facteurs qui peuvent être aussi des facteurs individuels, c'est-à-dire qu'en fait, vous réagissez en fonction de vos manières, des habitudes que vous avez construites et de vos manières de répondre. Donc, vous êtes toujours un peu en train de réagir à vous-même, en fait. Voilà, plutôt que la rencontre entre deux éléments isolés. Donc ça, c'est la théorie de la réponse circulaire. La deuxième théorie, c'est la théorie de la Gestalt. C'est l'idée, si je vais rapidement, qu'on ne perçoit jamais des choses isolées, mais on perçoit toujours des ensembles. Et en fait, elle va transposer ça au niveau social, et ça va donner le modèle de l'intégration, qui est donc un modèle d'interaction où on n'a pas juste des individus qui sont comme des éléments figés et puis qui se rencontrent et qui doivent affronter leurs opinions, mais on a une interaction complexe dans laquelle les individus s'influencent mutuellement et évoluent en fonction de comment l'interaction elle-même évolue. Et donc, on va avoir ce qu'elle appelle une creative experience, donc une expérience créatrice. Ce qui est créé, elle dit de la valeur, c'est-à-dire qu'on va changer nos sensibilités, qu'on va changer nos façons de faire sens du monde, et que ce changement, il est toujours pris dans un projet d'action, c'est-à-dire qu'en fait, quand on interagit, on essaye de faire des choses ensemble. Donc, on construit le monde ensemble et on le construit en déconstruisant nos ensembles perspectifs et en reconstruisant nos perceptions du monde. Et donc, le pouvoir avec, ça va renvoyer à ce processus d'intégration qui va être, on le voit, une méthode d'organisation. Donc, je vais rentrer un petit peu plus précisément dans ce concept de pouvoir avec. Alors, il arrive, le chapitre 10, c'est un chapitre qui est charnière dans l'ouvrage parce qu'en fait, c'est le moment où elle passe de la théorie psychologique, donc la théorie de l'individu, à la théorie sociale. Et en fait, l'enjeu pour Follett, à ce moment-là, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est le pouvoir qui est propre à un groupe, à un vrai groupe, c'est-à-dire pas juste à un rassemblement d'individus, mais à quelque chose qui est plus que des individus qui juste s'assemblent. Et c'est pas non plus, on n'est pas non plus sur un espèce de gros individu fictif, parce qu'on a encore des individualités qui existent. Donc, il faut comprendre l'articulation entre le groupe et l'individu. Et il y a 3 choses qui vont caractériser ce type de pouvoir propre à un groupe. La première, c'est qu'on est sur une relation de coopération. Le pouvoir avec, il se développe quand les individus prennent conscience de leur influence mutuelle et du problème qu'ils partagent en commun. Ça va avoir pour effet que les responsabilités seront partagées et aussi que les finalités de ce qu'on fait ensemble, elles sont décidées collectivement, mais aussi les méthodes d'action. Donc, tout est décidé à plusieurs. On est sur, deuxième chose, une méthode de résolution de problèmes. Parce que cette synergie de groupe, elle se crée quand on prend conscience du problème commun. S'il y en a qui sont un peu familières avec le pragmatisme, c'est le concept de public, en fait, qui est un peu en creux ici. Donc, on a un problème commun, mais la recherche de solutions, elle ne va pas se faire par une confrontation purement conflictuelle, au sens où une proposition doit prendre la victoire sur une autre. Mais l'enjeu, c'est de dépasser les oppositions individuelles en créant de nouvelles propositions. Et ça, c'est le processus d'intégration qui dit ça, qu'en fait, on est sur une espèce de processus dialectique. Donc, l'individu Charles a une idée et l'individu Julie a une autre idée. Et en fait, tous les deux vont devoir abandonner leur idée pour créer une nouvelle idée sur laquelle tout le monde est d'accord. Donc, ce processus-là, elle le distingue du pouvoir de la majorité. C'est pas la majorité qui gagne sur une minorité, c'est autre chose. Et c'est pas non plus un compromis, parce que dans le compromis, vous êtes en train d'abandonner une partie de votre intérêt. Or là, en fait, l'idée, c'est que personne n'abandonne son intérêt. Donc, une méthode de résolution de problème, deuxième aspect. Troisième aspect, on est sur un empouvoirment qui est à la fois collectif et individuel. Parce que le pouvoir avec, c'est le pouvoir du groupe, mais c'est aussi le pouvoir des individus pris isolément. En fait, dans ce processus,
d'intégration, chacun et chacune va acquérir des compétences, va développer sa sensibilité, va modifier sa manière de voir le monde. Et donc, chacun, chacune développe son individualité. Mais ce développement individuel, il ne peut se faire qu'à l'intérieur du groupe, qui donc est un groupe non hiérarchique. Et ça a pour conséquence que, en fait, ce pouvoir avec, c'est un pouvoir qui est inappropriable au sens où on ne peut, en fait, on ne peut pas dire, même grammaticalement, selon Follett, et on verra que c'est pareil chez Starhawk, on ne peut pas dire qu'on a du pouvoir au sens où on possède un bol, au sens où on possède une maison. En fait, le pouvoir, c'est pas quelque chose qu'on peut saisir, quoi. C'est une interaction. C'est une interaction donc c'est quelque chose qui est forcément partagé, qui est forcément collectif. Et en fait, individuellement, on a du pouvoir que si les autres aussi augmentent les pouvoirs. Donc, on a complètement renversé le schéma de la domination où l'une gagne du pouvoir à condition que l'autre le réduise. Là, on a du pouvoir qu'à plusieurs, quoi. On est vraiment sur un modèle d'empouvoirment. Et l'exemple qu'elle prend d'ailleurs à ce moment-là, c'est intéressant, mais c'est une organisation féministe dans laquelle elle était engagée. Donc, pour conclure sur le pouvoir avec, on est sur une relation sociale qui est non hiérarchique, qui est naturelle, parce qu'en fait, pour concevoir ce pouvoir-là, elle s'appuie sur les théories psychologiques que j'ai expliquées auparavant, mais qui n'est pas nécessaire au niveau social. Et c'est tout l'enjeu de l'idéalisme pragmatiste, c'est qu'en fait, on pense, on décrit ce qui est, mais en fait, on se rend compte que de fait, au niveau social, les individus ont tendance à recourir au pouvoir sur plutôt qu'au pouvoir avec. Alors, il y a un ensemble de raisons qui expliquent ça. Je ne peux pas m'engager là-dedans, je n'ai pas le temps, mais si ça vous intéresse, vous pourrez me poser des questions. Mais ce qu'il faut retenir, c'est cette méthode idéaliste et pragmatiste où en fait, on part de la nature pour penser, je cite, ce qui peut être. C'est comme ça qu'elle le dit dans le chapitre 1, We want to find out what may be. Et en fait, on voit qu'elle n'est pas sur l'idéalisme classique où on cherche ce qui doit être, mais on cherche ce qui peut être. Parce qu'en fait, quand on étudie comment les choses sont, et ben, en fait, on voit qu'on a des possibilités devant nous et que du coup, le pouvoir sûr, ce n'est pas le seul pouvoir qui est à notre disposition. Donc, ça le rend plus contingent et plus arbitraire. Je m'arrête ici pour Follett. On a suffisamment d'éléments qui vont nous permettre de faire la comparaison avec Starhawk. Et donc, je passe à Rêver l'obscur. Donc, on est dans un contexte très différent, 56 ans plus tard, il s'est passé des choses. On est aux États-Unis, hein, j'ai oublié de préciser, on est sur deux autrices états-uniennes. Et donc, on est là dans le contexte de la guerre froide, où on a découvert cette jolie chose qu'on appelle la bombe nucléaire, et qui fait très peur. On a une crainte permanente de cette bombe nucléaire. Et puis, on commence aussi à prendre conscience que l'industrie capitaliste cause des dommages naturels. Donc, tout plein d'organisations se mettent à contester les structures politiques qui permettent à la fois la destruction des humains, l'exploitation des ressources et donc la destruction de la nature. Et l'idée de Starhawk, c'est que en fait, ces pratiques destructrices, elles sont soutenues par ce qu'elle appelle un principe qui, en fait, n'est pas comme chez Follett, une loi, parce qu'elle parlait aussi de principe, Follett, mais c'était vraiment une loi naturelle, fondamentale. Chez Starhawk, la notion de principe, ça renvoie à une structure psychique. C'est ce qui nous structure de l'intérieur. Et cette structure psychique qui soutient les structures politiques de destruction, c'est le pouvoir sûr. Et en fait, pour Starhawk, l'enjeu, ce n'est pas de se débarrasser de telle ou telle domination, mais de se débarrasser de la domination en général. Donc, pour changer nos structures politiques, il va falloir changer nos structures psychiques et convoquer un autre principe qu'elle va appeler le pouvoir du dedans. Et donc, sa conception du pouvoir du dedans, ça se présente d'abord comme une lutte entre deux principes. D'un côté, le pouvoir de la destruction, qu'elle appelle aussi le pouvoir du fusil et de la bombe, et de l'autre côté, le pouvoir de la vie. Comme le pouvoir de la destruction, ça renvoie en fait à l'industrie capitaliste et l'industrie militaire,
on a l'impression que en fait, dans cette opposition, on a un antagonisme hyper classique entre, d'un côté la nature, puis de l'autre côté la culture. Mais, faut avoir en tête 2 choses, c'est que déjà, c'est pas un antagonisme qui est, anhistorique, intemporel. En fait, c'est un antagonisme qui est, historique, qui est, que en fait, de fait, depuis que, la société, capitaliste s'est mise en place, grosso modo, avec l'industrialisation, on a des cultures, qui détruisent la nature. Donc ça, c'est la première nuance et la deuxième nuance, c'est qu'en fait, ce qui est naturel, pour, Starhawk, c'est pas juste ce qui est non culturel au sens de ce qui est non humain, mais c'est tout ce qui a été dévalorisé, dans notre système de culture et donc ça va être le vivant, bien sûr, mais ça va être aussi les corps, ça va être les émotions, ça va être le travail manuel, donc ça va vraiment être tout ce qui est, inférieur, dans notre, système de pensée moderne et l'enjeu, en fait, ça va être de redonner du pouvoir à la vie pour que, en fait, dans ce combat entre, le pouvoir de la vie et le pouvoir de la destruction, le pouvoir de la vie soit plus fort. Et donc pour redonner du pouvoir à la vie, à la nature, elle va, chercher à la revaloriser. Et si vous avez lu le texte, en fait, vous avez pu constater que le concept de valeur est très présent. Il n'a pas le même sens que chez Follett. Mais là, en fait, il s'agit de revaloriser ce qui a été dévalorisé. Et il va y avoir 3 stratégies pour le faire. La première, c'est que en fait, elle va sacraliser la nature en réintroduisant la valeur dans les choses. Et ça, c'est ce qu'elle appelle la conscience de l'immanence. Ça vient s'opposer à ce qu'elle appelle la conscience de la mise à distance, qui renvoie à tout un système de pensée moderne, assez complexe, dans lequel il y a plusieurs éléments, mais je vais en citer 2. Il y a déjà la présence du christianisme qui, pour elle, a eu des conséquences terribles sur notre rapport à la nature parce que elle envisage la divinité comme transcendante. Et donc, le fait d'être dans une transcendance, ça retire la valeur du monde. Ça fait que la valeur et le sens du monde se trouvent à l'extérieur du monde. L'immanence, ça renvoie aussi, donc dans l'immanence, on remet la valeur dans les choses et puis aussi on conçoit la réalité comme un ensemble de connexions et d'interactions. Et ça vient s'opposer à une conception mécaniste du monde où en fait on conçoit le monde comme une machine où on a des éléments qui sont isolés et qui existent indépendamment et puis ensuite ils viennent se racoler comme les pièces dans une machine. Et ça, pour elle, c'est aussi la conséquence de notre dualisme matière-esprit, où en fait, dès qu'on déspiritualise la matière, eh ben, on a ce truc mort-là, que du coup, on essaie d'animer comme on peut, et on ne peut le faire qu'avec une conception mécaniste. Donc, elle se débarrasse complètement du dualisme matière-esprit, elle pense au contraire l'esprit ou ce qu'elle appelle donc l'immanence comme ce qu'elle appelle la valeur comme immanent à la matière. Et ça a pour effet donc de revaloriser la nature et de la sacraliser pour la protéger et pour l'empouvoirer. Donc ça, c'était le premier aspect, le fait que la nature est sacrée. Le deuxième aspect, la nature n'est pas violente. Parce que en fait, le pouvoir du dedans, donc comme on a vu, c'est le pouvoir de la vie et donc par opposition au pouvoir de la destruction. Et donc c'est le pouvoir de la création et ça peut être une création, individuelle, que l'on sent, donc on va sentir le pouvoir du dedans quand on fait des choses, quand on fabrique, des objets. Mais ça peut être aussi une création politique pour Starhawk, on sent le pouvoir du dedans, par exemple, quand on fait une manifestation. Et ça va aussi avoir pour effet de, heu, pas d'essentialiser, enfin, c'est quelque chose qui a été très discuté dans sa théorie. Est-ce qu'elle essentialise, le féminin et le pouvoir d'engendrer? Il y a clairement ça qui est présent dans le texte, mais il y a des lectures qui montrent qu'en fait, il faut plutôt, concevoir, le fait que, les femmes ont une position privilégiée, vis-à-vis de ce pouvoir parce que, notamment par leur éducation, elles ont été plus sensibilisées à, ce pouvoir, de la création.
Le pouvoir du dedans, ça va aussi renvoyer au pouvoir des pulsions. Les pulsions, encore une fois, il ne faut pas les envisager comme violentes. Elle a une pensée de l'érotisme et du désir sexuel, notamment, qui est une pensée de la vie et pas une pensée de la mort, comme on l'a chez pas mal d'auteurs masculins. Troisième aspect, la nature, elle va, pour revaloriser cette nature, elle va la symboliser via une image qu'elle appelle l'image de la déesse. Alors, je dis qu'elle est symbolisée. Bon, elle utilise le concept de symbole, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, le symbole, c'est une représentation de la nature qui a pour but de faire naître en nous des affects et pas juste des concepts. Parce que l'enjeu, c'est de développer ce pouvoir du dedans et on ne peut pas le développer si juste on le comprend conceptuellement. Il faut que en fait, ça nous travaille de l'intérieur et donc il faut agir sur nos affects. Et en fait, la déesse, c'est une image qui est très paradoxale parce qu'en fait, c'est pas une image au sens où c'est l'image de quelque chose, c'est pas quelque chose, sinon on va retomber dans les spiritualités de l'idolâtrie et donc de la transcendance. Elle dit une attitude, donc c'est une façon de sentir le vivant. Et, et si on veut valoriser la nature, eh ben, il faut qu'on ait des symboles parce que en fait, la valeur, c'est un produit affectif. Donc, on ne peut pas donner la valeur aux choses si on est juste dans le concept. Donc, l'enjeu, c'est de changer nos affects et de désérotiser en quelque sorte la domination, de ne plus avoir envie de ne plus avoir envie du pouvoir sûr. Voilà, donc on voit qu'on est sur une représentation de la nature qui est en fait très idéalisée, hein. La nature n'est pas violente, la nature est sacrée et la nature est spirituelle. Mais tout ça, ça a pour but de nous faire de lutter contre le pouvoir sûr au niveau psychique. Je me demandais maintenant, qu'est-ce que ça donne plus concrètement au niveau politique, ce pouvoir du dedans? Alors, à nouveau, je retiendrai 3 idées. La première, c'est que le pouvoir du dedans, c'est un pouvoir qui est collectif. Et donc là, on retrouve, comme chez Follett, l'idée qu'on ne peut pas posséder le pouvoir, il est forcément partagé. Et en fait, ça découle de sa pensée de l'interaction et de l'organisme, par opposition au mécanisme. Parce que dans un organisme, tous les éléments sont interconnectés. En revanche, elle nous dit, Starhawk, que dans une hiérarchie, quand vous êtes dans une organisation hiérarchique, eh ben, en fait, vous avez une vision mécaniste de l'organisation. Parce qu'en fait, une hiérarchie, ça fonctionne un peu comme une machine. Et on voit bien comment, par exemple, dans une industrie de type tayloriste, on a mécanisé toutes les tâches. Alors qu'une organisation du pouvoir du dedans, elle est organiste et donc elle est forcément non hiérarchique. La deuxième idée, c'est qu'on est sur un pouvoir de l'autodétermination. Elle dit dans le chapitre 1 que le pouvoir du dedans, c'est je cite, le pouvoir de choisir les choix et les décisions qui nous affectent. Donc c'est un pouvoir collectif et on voit encore une fois que c'est un pouvoir individuel où en fait chacun et chacune va être mise en disposition de déterminer ce qui l'affecte. Et ça va renvoyer à quelque chose de très précis chez Starhawk, c'est la prise de décision par consensus, par opposition au vote majoritaire. Donc c'est un processus organisationnel, pardon, où chacun et chacune est mis en situation de déterminer ce dont elle ou il a envie, ce qui demande des conditions organisationnelles très précises. OK, donc un pouvoir de l'autodétermination. Et troisième aspect, les techniques d'organisation sont ce qu'elle appelle des techniques magiques. Alors là, c'est le concept de magie qui arrive. Elle le définit comme l'art de changer la conscience à volonté. Alors, la magie chez Starhawk, ça renvoie pas du tout à l'idée mystique du libre arbitre où on veut quelque chose et puis tout à coup, ça arrive. En fait, ça va renvoyer à tous les actes que l'on fait consciemment, qui peuvent être
des actes physiques, mais qui peuvent être aussi des actes de langage. Pour Starhawk, c'est très important de verbaliser les choses. Et ces actes-là, ils ont pour effet de nous déconditionner à un niveau psychique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire précisément changer la structure de pouvoir qu'on a à exprimer de l'extérieur. Parce qu'en fait, c'est comme si notre structure psychique profonde, c'était une structure de pouvoir qui est inscrite dans nos structures sociales. Et donc, ce changement psychique-là, il va opérer à travers les images et les symboles, parce que c'est les images et les symboles qui font pression sur nos affects. Et donc, on va avoir besoin de ce qu'elle appelle des visions qui correspondent à les projections qu'on fait, qui sont des projections utopistes et qui nous donnent à l'envie de s'engager dans la lutte et de transformer nos conditions de vie. OK, donc pour résumer sur le pouvoir du dedans, on a une manière de ressentir le pouvoir. Donc on est sur une structure psychique. En fait, ce qui est en jeu, c'est où est-ce qu'on place nos désirs, où est-ce qu'on place nos valeurs. Et donc, en fonction de ça, on ressent le pouvoir différemment. C'est une manière de ressentir le pouvoir qui favorise le développement de la vie et pas de la destruction. Donc on est sur un pouvoir qui est éthique et qui débouche sur une organisation sociale non hiérarchique. Donc, chez Starhawk, on pense la transformation sociale au niveau de nos manières de nous sentir vivantes. Et se sentir vivante chez Starhawk, ça veut dire se sentir puissante. Donc, on voit que cette transformation sociale, elle advient par une modification des affects et pas juste une modification des concepts. Maintenant, je vais prendre un petit temps de recul pour faire le point sur Starhawk et Follett, voir qu'est-ce qu'il y a en commun, mais aussi qu'est-ce qui diffère. Le pouvoir avec et le pouvoir du dedans, c'est deux pouvoirs qui sont non hiérarchiques. Donc, ça veut dire que politiquement, elles sont d'accord. Et en fait, au niveau des méthodes d'organisation qu'elles conçoivent, c'est toujours la méthode de prise, c'est toujours la prise de décision par consensus. Donc, en fait, dans les techniques d'organisation, c'est assez semblable. Ça, c'est renforcé par le fait qu'elles ont la même ontologie de la nature, donc une ontologie qui est interactionniste, c'est-à-dire qu'elles conçoivent le réel comme un ensemble de flux qui circulent et elles conçoivent les individus comme toujours le produit de ces flux et de ces interactions. Donc, si on veut respecter la nature, on doit adopter un modèle politique de co-création. La différence, c'est que chez Follett, on a une approche scientifique de la nature. La nature, ça renvoie vraiment au monde physique. Alors que chez Starhawk, on a une approche qui est symbolique. On ne cherche pas à avoir un discours objectif sur la nature, mais on cherche à produire une représentation qui va toucher nos affects, parce que c'est les affects qui sont des moteurs de transformation. Chez Follett, le pouvoir avec, ça s'est circonscrit au rapport interhumain. Elle cherche simplement à rétablir l'horizontalité entre les individus. Alors que chez Starhawk, on a une vision beaucoup plus globale des rapports intervivants. On cherche à se reconnecter avec le vivant dans sa globalité. Et le but, c'est de rendre un monde vivable. Ce n'est pas forcément incompatible. Je pense que le pouvoir avec pourrait être compatible avec le pouvoir du dedans, mais elles n'ont pas les mêmes comment dire, sont pas dans les mêmes contextes politiques, elles n'ont pas les mêmes objectifs, même s'ils ne sont pas incompatibles. Ces contextes-là aussi, ils s'expliquent, enfin, ils diffèrent par le type de lutte dans laquelle elles sont engagées. En fait, il faut aussi avoir en tête que Follett, elle écrit au moment où commence à se mettre en place la publicité et les techniques de marketing. Et en fait, elle s'appuie sur les théories psychologiques du behavioriste. Donc, c'est comme si plus on en connaissait sur la psychologie humaine et mieux on arrivait à manipuler les consommateurs et les employés.
Et en fait, Follett, elle essaye de repenser un lien entre la science et le pouvoir, mais pas entre la science et le pouvoir sûr. Elle essaye de penser une science qui est empouvoirante. Donc elle nous dit, en fait, on peut lire les behaviorismes dans un sens qui ne va pas entraîner de la domination. Elle, Starhawk, elle est, comme je l'ai expliqué, dans la lutte féministe et écologique. Donc elle essaye de lutter plus contre les représentations puissantes du patriarcat qui ont bercé notre enfance, et de les remplacer par d'autres symboles, d'autres images qui nous empouvoirent. Et la conclusion sur tout ça, c'est donc que leur conception de la nature, elle est toujours subordonnée au type de lutte politique dans laquelle elles sont engagées, et donc que tout discours sur la nature est politique, et qu'il faut comprendre ces théories de la nature en fonction des objectifs politiques qu'elles se sont donnés. Il ne me reste pas beaucoup de temps, je vais conclure. Alors, je voulais simplement pointer 2 limites à leur naturalisme. La première, c'est qu'en fait, elles ont tendance, elles 2, à nier l'existence factuelle des rapports de force et de la violence. C'est-à-dire que dans leur modèle politique, on a l'impression que ça a complètement disparu. Alors, on peut se demander si c'est vraiment envisageable. Selon leur théorie de la nature, ça l'est de droit. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait de ces rapports de domination qui existent aujourd'hui et qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main. Pour ne donner qu'un exemple, chez Follett, on a, elle ambitionne de construire du pouvoir avec, dans des groupes où sont engagés des ouvriers et des patrons. Et je pense que ici, on a un rapport de force qui est indépassable, et que c'est pas en niant, en faisant comme si la violence, elle n'existait pas, qu'on va réussir à la faire disparaître. Et je pense qu'au contraire, ça tend à la renforcer. La deuxième limite, c'est ce que j'ai appelé l'essentialisme. Je ne suis pas encore tout à fait sûre sur mes dénominations, mais en fait, l'idée, c'est que certes, elle dénaturalise la domination, mais en fait, elle continue de l'essentialiser. Parce qu'en fait, quand on les lit, on a l'impression que la domination, c'est une seule et même chose dont chacun et chacune peut se débarrasser indépendamment de sa position sociale. Et en fait, c'est problématique parce que la domination, ça prend différentes formes, ces différentes formes qui s'imbriquent de manière très complexe. Donc en fait, dans leur théorie, on n'a aucune approche intersectionnelle du pouvoir. Et je pense que ce n'est pas un hasard si en fait, ce sont 2 femmes blanches qui écrivent. Et le problème, selon moi, c'est que si on ne prend pas en compte la multiplicité de la domination, son côté protéiforme, ce qui risque de se passer, c'est que les personnes qui auront développé le pouvoir qu'elles invoquent, ce seront les personnes qui auront une position dominante. Donc, on n'aura pas aboli la domination. Et pour réagir à ces 2 limites que j'ai pointées, je propose d'ajuster un tout petit peu la lecture que j'ai jusqu'à présent proposée. C'est qu'en fait, ce qu'elle cherche à abolir, ce n'est pas tellement la domination en général, mais c'est la hiérarchie. Et la hiérarchie, ça ne dit pas tout de la domination. Ce n'est pas parce qu'on a mis en place une organisation non hiérarchique que tout à coup, on est à l'abri de toutes les autres formes de domination qui s'introduisent malgré nous, du fait de notre position dans le contexte plus large de la société. Mais ce qui est intéressant dans la hiérarchie, c'est qu'on est sur une méthode d'organisation, et une méthode d'organisation, on a une prise là-dessus. Ça fait partie de notre pouvoir d'action. C'est-à-dire qu'on peut réfléchir à la distribution de la parole, on peut réfléchir aux critères d'inclusivité, tout ça, on peut le créer politiquement. Donc, on ne va pas pouvoir éradiquer toutes les formes de domination avec la méthode d'organisation, mais en tout cas, on peut expérimenter à ce niveau-là. Et après, la question, c'est quoi l'impact sur les autres formes de domination? Et je ne peux pas répondre à cette question parce que c'est la question de ma thèse, donc je vous en dirai plus dans 3 ans. Voilà, je m'arrête ici. C'était super, et en plus, ça fait écho à certaines choses dont je vais parler, donc je suis ravie et un peu rassurée, j'avoue. Du coup, mon intervention s'intitule, Amy Allen, une cartographie féministe du pouvoir.
Et elle se centre sur l'ouvrage d'Amy Allen qui s'appelle « The Power of Feminist Theory ». La question principale que je vais essayer de me poser aujourd'hui, c'est à quoi s'intéressent les féministes quand elles s'intéressent au pouvoir? Amy Allen est professeure de philosophie et d'études de genre à l'Université de l'État de Pennsylvanie, aux États-Unis. Et elle propose d'effectuer ce qu'on pourrait appeler une cartographie ou une classification de la nature du pouvoir au sein des théories féministes. Son hypothèse de départ est que le concept de pouvoir est fondamental dans l'histoire de la philosophie politique, mais que sa conceptualisation dominante est celle formulée par des hommes, et donc elle ne prend pas en compte le rapport spécifique des femmes au pouvoir. Et pour Allen, elle fait vraiment ce constat que chaque courant de la théorie féministe a envisagé différemment la notion de pouvoir et aussi la possibilité de renverser les rapports hiérarchiques, et donc de s'emparer de cette capacité de pouvoir. La première question que je voudrais éclaircir, c'est pourquoi les femmes auraient-elles un rapport spécifique au pouvoir? Il ne s'agit pas du tout là pour moi de porter un argument essentialisant qui viserait à démontrer que toutes les femmes ont naturellement des qualités particulières qui leur permettent d'exercer une forme de pouvoir qui serait plus relationnelle ou plus humaine. Pas du tout. Et comme l'a dit Adèle tout à l'heure, hein, ce dont il s'agit, c'est de dire que les femmes, en raison de leur genre, ont été mises à l'écart des relations de pouvoir, ou bien que ces relations se sont exercées sur elles. Et donc, penser le rapport des femmes au pouvoir dans la philosophie politique, c'est donc comprendre ce concept du point de vue de celles qui sont du mauvais côté de la relation. C'est pas si simple, évidemment, parce que ces conceptions apparaissent le plus souvent de manière très implicite dans les écrits féministes, plutôt que d'être explicitement discutées et défendues. De plus, cela suppose de commencer par reconstruire les conceptions du pouvoir qui ont été présupposées par les théoriciennes féministes. Penser le rapport des femmes et donc, a fortiori, de certaines minorités sociales et politiques, mais on en rediscutera, au pouvoir, c'est aussi s'offrir les capacités de penser les notions qui découlent du pouvoir. C'est-à-dire toutes ces notions qui partent du principe que les individus sont capables d'exercer du pouvoir. Je pense notamment au concept de résistance, de solidarité, d'émancipation, etc. Bref, toutes ces notions reposent sur ce socle commun. Les individus sont capables, de manière plus ou moins égale, mais en tout cas sont capables d'exercer une forme, on ne sait pas laquelle, de pouvoir. Néanmoins, donc, penser la catégorie femme comme une catégorie unifiée et capable d'avoir recours et de se saisir du pouvoir paraît soit un peu utopique, soit franchement caricatural. Et cela pose deux problèmes d'emblée. D'abord, ça ne dit rien de la capacité des femmes d'utiliser du pouvoir sur d'autres femmes. Et ça ne dit rien non plus de la capacité à la fois matérielle et personnelle d'accéder au pouvoir. Et c'est ce dont a en partie parlé Adèle, et je ferai certainement certaines références à sa communication. Mon intervention est construite de la sorte, pour essayer d'y voir un peu plus clair dans ce vaste problème. D'abord, je vais expliquer les critiques qu'Allen formule à l'égard des théories féministes qui lui ont précédé, et la manière dont elle débusque, dont elle va chercher la conception développée du pouvoir dans ces théories. Puis j'exposerai la proposition de reconceptualisation de la notion de pouvoir qu'elle propose d'élaborer d'un point de vue féministe. Pour comprendre la critique que formule Allen à l'égard des théories féministes qui lui ont précédé, il faut avoir en tête qu'elle l'envisage selon trois grandes catégories. Soit, pour elle, le pouvoir est perçu comme une ressource, soit il est perçu comme une relation de domination, soit il est perçu comme un équivalent au terme d'empowerment. Et elle va critiquer ces trois conceptions. Donc l'un des premiers échecs d'une conceptualisation féministe du pouvoir pour les prédécesseuses d'Allen,
c'est celle pour elle qui consiste à considérer le pouvoir comme une ressource. Et c'est le premier point sur lequel je m'arrêterai. Elle dit que c'est notamment celle de Susan Moller-Hawkins, qui part du constat de l'inégale répartition du pouvoir entre les hommes et les femmes, et qui cherche à modifier les structures politiques, de sorte que les femmes parviennent à un stade où elles ont autant en quantité de pouvoir que les hommes. C'est entre autres ce sur quoi repose la critique que fait Hawkins de la théorie de la justice de Rawls. Elle lui reproche de ne pas avoir prêté attention à la famille comme une structure et donc de faire perdurer un système dans lequel les femmes sont structurellement désavantagées. Donc implicitement, Hawkins comprend le pouvoir comme un bien social. C'est une ressource dont la distribution entre les hommes et les femmes est inégale. Ces théories considèrent donc que le but du féminisme, c'est de redistribuer, de revoir la distribution de cette ressource, de sorte que les femmes en possèdent une quantité égale aux hommes. Cette conception est critiquable selon plein d'aspects, mais je m'arrêterai dans un premier temps sur la critique qu'a formulée Iris Young de cette notion du pouvoir comme une ressource. Pour Iris Young, cette conception du pouvoir masque plusieurs choses. D'abord, ça masque le pouvoir comme étant une relation, c'est-à-dire que cette notion du pouvoir comme ressource ne peut pas envisager le pouvoir comme une relation, c'est-à-dire qu'il s'exerce entre des individus, mais qu'il peut être incarné par des ressources. Exemple, l'argent. C'est un moyen pour asseoir un pouvoir supplémentaire dans la relation que nous avons aux autres. Mais le pouvoir ne peut pas être considéré comme une chose, au même titre que, Adèle disait un bol, mais l'argent, par exemple, dont on pourrait égaliser la quantité. Cette conception du pouvoir comme ressource masque aussi le pouvoir comme étant structurel. C'est-à-dire que si on s'intéresse qu'à la répartition de pouvoir entre les individus, on oublie de regarder la structure qui, elle-même, peut dominer des individus. Ça masque également, et c'est le dernier point, le pouvoir comme étant une dynamique. Parce que si on le conçoit comme une ressource, on fige la quantité de pouvoir que détient une personne, et on ne peut pas du tout envisager qu'une personne puisse avoir tel pouvoir dans tel cercle, tel pouvoir ailleurs, etc. Or, pour une conception féministe du pouvoir, je pense que c'est tout à fait nécessaire d'avoir une lecture plus dynamique. Donc, en tenant compte de la critique que Young formule à l'égard d'Hawkins, on peut se dire à ce stade que considérer le pouvoir comme une ressource ne semble être pas du tout opérant pour une lecture féministe du pouvoir. Le second point, la seconde critique qu'Allen met en place dans son ouvrage, c'est celle qui, selon elle, elle s'attaque aux féministes qui ont considéré le pouvoir comme une relation de domination et uniquement comme une relation de domination. Et elle cible en particulier Dworkin, McKinnon et Carol Paikman. Selon Allen, ces autrices, et donc les matérialistes en général, ne voient le pouvoir que comme une relation systémique de domination-subordination. Elles ne voient le pouvoir qu'à travers ce prisme-là. Pour Allen, le reproche qu'elle formule à leur rencontre, c'est de dire que tous les hommes exercent une forme de pouvoir et que toutes les femmes sont soumises à ce pouvoir. Et selon cette perspective, le but du féminisme n'est pas de permettre aux femmes d'obtenir une quantité égale de pouvoir à celle des hommes, mais plutôt de démanteler entièrement le système de domination. Sauf que pour Allen, si cette conception du pouvoir centre son analyse sur la structure, on peut lui reprocher de tomber dans une forme d'essentialisme, on peut dire ça comme ça, je pense, c'est de dire que toutes les femmes sont dans une position de subordination, alors que quand on regarde du côté du black feminism et des intersectionnels, et c'est notamment la critique que formule Elizabeth Spellman, ça revient à dire qu'en tant que femme blanche de classe moyenne, je suis subordonnée de la même manière au directeur de la banque dans laquelle je travaille qu'à l'homme qui s'occupe de l'entretien des locaux. Enfin, Amy Allen met en avant le fait que cette analyse ne peut pas suffire à penser les termes de résistance ou d'empowerment, puisque le pouvoir s'abattrait de façon unilatérale sur les femmes
et que leur mode de résistance serait nécessairement contraint par le cadre dans lequel elles agissent, c'est-à-dire la domination patriarcale. Donc il n'y aurait, enfin, Allen reproche aux matérialistes de dire qu'il n'y a aucun moyen de subvertir cette domination et d'agir autrement que dans ce cadre. Le troisième point, la troisième catégorie qu'elle voit chez ses prédécesseuses, c'est celles qui ne conçoivent le pouvoir que comme un équivalent au terme d'empowerment. Et elle a aussi une vision, je trouve, assez restreinte de ce terme-là. La lecture que fait Allen de cette notion d'empowerment est la suivante. Pour elle, cette conception du pouvoir part du principe que les femmes ont des aptitudes particulières, transformatives, qui ont été dévaluées par la culture patriarcale. Selon ce point de vue, le pouvoir est une capacité positive qui émane des traits, des capacités et des pratiques féminines. Elle fonde sa conception sur sa lecture des théories du Caire, mais aussi de ce qu'elle trouve chez Starhawk. Et quand elle dit que des pratiques ont été dévaluées, elle pense notamment à celle du soin. Et selon cette conception, donc des théories du Caire qui ont développé le pouvoir du Caire à travers le soin, ces théoriciennes pensent que cela consiste en soi en une forme de pouvoir, c'est-à-dire la capacité notamment de percevoir un besoin, d'y répondre, d'agir pour le transformer, la chose ou la personne qui exprime ce besoin. Mais les théoriciennes du Caire peuvent être également vues comme, peuvent également voir le pouvoir comme une pratique qui consiste en un transfert de son pouvoir aux autres. Il y a donc deux choses, considérer le pouvoir comme la capacité de prendre soin et considérer le pouvoir comme la capacité de prendre soin des autres et donc de transférer son pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est la manière dont on conçoit généralement le soin aux enfants, aux personnes malades, aux personnes âgées, etc. Donc Allen fait cette lecture-là des théories du Caire et de ce qu'elle trouve chez Starhawk, qui est, je trouve, une vision très essentialisante, pas toujours défendue par les théoriciennes du Caire, même si, et Adèle l'a bien dit, il y a quand même un pied dans l'essentialisme chez certaines théoriciennes écoféministes évidentes. Mais ça reste une lecture très insuffisante du pouvoir pour Amy Allen, qui ne peut pas... elle dit que la théorie féministe à l'avenir ne peut pas fonder sa lecture du pouvoir seulement sur ce qu'on trouve dans les théories du Caire et dans cette vision-là de l'écoféminisme, parce que ça n'explique pas plusieurs choses, notamment que des femmes dominent d'autres femmes. Donc ça n'explique pas les rapports au sein des groupes. Et ça n'explique pas le pouvoir de manière plus globale, plus holistique. C'est-à-dire que, Amy Allen le dit, on peut expérimenter le pouvoir comme empowerment à travers la maternité, c'est-à-dire on peut faire l'expérience d'un transfert de pouvoir, mais être victime de violences conjugales. Donc, est-ce que ça veut réellement dire qu'il y a là une forme de pouvoir suffisante pour être pertinente et appréhendée par la théorie féministe? La conclusion que Allen fait, c'est qu'aucune de ces trois conceptions, donc voir le pouvoir comme une ressource, le voir comme un rapport de domination et le considérer comme un empowerment, aucune de ces trois conceptions n'est satisfaisante. Mais elles nous permettent quand même de dessiner les contours du problème et donc de poser les jalons d'une reconceptualisation féministe du pouvoir. Et c'est là-dessus que porte la deuxième partie de mon intervention, c'est de considérer ce que pourrait être à l'avenir une conception féministe du pouvoir. Évidemment, je n'ai pas l'ambition de faire ça dans les 15 minutes qui me restent, mais au moins, l'idée, c'est de dessiner les contours de cette problématique. Pour Amy Allen, une reconceptualisation féministe du pouvoir ne peut pas ignorer l'apport de Foucault à cette notion de pouvoir. S'il est évident que la conception de Foucault du pouvoir n'est pas explicitement féministe ou qu'elle ne cherche pas à penser le rapport des femmes au pouvoir, on trouve néanmoins des éléments intéressants sur lesquels adosser cette reconceptualisation. Elle retient de lui deux choses. D'abord, qu'il est important de se concentrer sur les extrémités du pouvoir, ses ultimes destinataires,
c'est-à-dire se demander jusqu'où est-ce qu'on est concerné par le pouvoir. Et je pense que, par exemple, ça a pu servir de point de départ à... Enfin, c'est le même geste qui a animé les féministes quand elles se sont mises à analyser les rapports au sein des foyers à travers le prisme du pouvoir. Donc, ce geste-là a déjà été effectué. La deuxième chose qu'elle propose d'emprunter à Foucault, c'est de se servir de l'idée que le pouvoir produit et qu'il contraint. C'est quand Foucault explique dans Surveiller et punir que le pouvoir modèle et contraint les corps. Et je pense que ça a aussi déjà été fait par des théoriciennes féministes. Sandra Lee Barclay parle des régimes. Yang parle de la manière dont les filles lancent des objets. Ici, il y a la même idée que le pouvoir contraint et modèle les corps, et en même temps qu'il produit quelque chose, une autre manière de faire. Donc, il est important de prendre à Foucault une lecture du pouvoir comme une contrainte et comme une capacité, qui se concentre à la fois sur le micro, donc le plus petit niveau sur lequel le pouvoir s'exerce, sans perdre de vue le structurel. C'est ce qu'Hélène reprochera, mais je ne m'étendrai pas là-dessus aujourd'hui, mais c'est ce qu'elle reproche aux théories post-structuralistes notamment. En gros, ce qu'elle essaye de faire, c'est de forger une théorie féministe du pouvoir qui articule le pouvoir comme domination et le pouvoir comme empowerment. Pour reprendre les termes qu'utilisait tout à l'heure, que Adèle prêtait à Mary Parker Foley et à Starhawk, il s'agit d'articuler le pouvoir sur, le pouvoir avec, et probablement une forme de pouvoir du dedans. Donc, au début de mon intervention, j'expliquais qu'Amy Allen considère que les théories féministes ont jusqu'alors considéré implicitement le pouvoir, donc soit comme une ressource qu'il faut posséder, soit comme un équivalent strict à la domination qu'il faudrait démanteler, soit comme un équivalent à l'empowerment qui met l'accent sur les qualités socialement construites des femmes. Elle propose de dépasser tout ça pour construire 3 pôles du pouvoir, 3 dimensions qui nous fourniraient, selon elle, une grille de lecture plus précise de ce que le pouvoir peut être pour la théorie féministe. Le premier étant qu'il s'agit de distinguer le pouvoir de la domination. Donc peut-être considérer autrement le pouvoir sur comme autre chose qu'un équivalent strict à la domination. Deuxièmement, penser ensemble la notion d'empowerment et la notion de résistance. Et troisièmement, comprendre la notion de solidarité et de coalition qu'elle envisage à un niveau collectif, donc qui pourrait faire écho au pouvoir avec dont parlait Mary Parker Foley. Donc, je vais essayer d'analyser rapidement chacune de ces propositions d'un point de vue féministe, c'est-à-dire à minima qui ne soit pas qui ne puisse pas être appliquée à la défaveur des femmes, et nous demander ensuite si ces définitions sont opérantes pour reconstruire une théorie féministe du pouvoir. Donc, premier point, faire une distinction entre pouvoir sur et domination. Il y avait déjà chez Foucault une distinction entre ces deux notions, pouvoir et domination. Pour Foucault, la domination, c'est la forme figée, c'est la forme la plus statique du pouvoir. Mais ce n'est pas suffisant pour comprendre ce que la domination veut dire et la manière dont elle s'exerce et dont nous pourrions y répondre. Pour Hélène, en tout cas. Pour elle, le pouvoir sur, donc qui serait différent de la domination, pourrait être, je cite, la capacité d'un agent ou d'un groupe d'agents à contraindre les choix disponibles pour un autre agent ou un autre groupe d'agents, de manière non triviale. Donc, je répète, c'est la capacité d'un agent ou d'un groupe d'agents à contraindre les choix disponibles pour un autre agent ou groupe d'agents de manière non triviale. Ce qu'elle veut dire de manière non triviale, c'est en fait la nuance qui nous... C'est la ligne de crête entre pouvoir et domination. Et elle prend un exemple qui est que si je m'introduis dans la chambre de mon frère et que je mange tous ses chocolats, j'ai fait preuve d'un pouvoir sûr.
mais ce n'est pas la même chose que si j'avais mangé l'intégralité du repas de quelqu'un en état de malnutrition, où là, ça agirait comme une forme de domination. La domination serait donc, si on suit cette logique, une application particulière du pouvoir sur, et cette distinction se fait sur un facteur déterminant, et c'est ce qu'elle entendait par de manière non triviale, mais je vais le développer un petit peu. Allen dit que ce facteur déterminant qui fait la distinction, c'est que l'action de contrainte induite par le pouvoir sur ne doit pas se faire à la défaveur du groupe en position d'être dominé. Donc que l'action de contrainte ne doit pas être à la défaveur du groupe dominé. Et pour ça, elle prend l'exemple d'un coach de basket qui exerce du pouvoir sur. Ça peut être un pouvoir très fort, voire tyrannique, arbitraire, mais s'il le fait, c'est parce que ses joueurs veulent progresser et il le fait pour leur bien, c'est-à-dire pour les faire progresser. J'ai plusieurs critiques à formuler face à cette conception-là de la différence entre pouvoir et domination. Mais d'abord, il me semble que ce qu'elle veut dire, et elle ne le nomme pas tout à fait comme ça, mais c'est plutôt que pour elle, la différence entre pouvoir et domination serait la capacité des agents à consentir à la forme de pouvoir qui s'exerce sur eux. C'est-à-dire que si les agents dominés consentent au pouvoir qui s'exerce sur eux, il n'y a pas de domination, quand bien même ça y ressemble, alors que s'ils ne consentent pas, c'est de la domination. L'autre chose qu'il me semble qu'elle essaye de nous dire, c'est que le pouvoir sur et la domination peuvent être tous les deux intentionnels et non intentionnels. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir besoin de prouver la volonté de l'agent à exercer du pouvoir ou de la domination pour que cela soit du pouvoir ou de la domination. Pour traiter la première objection, je vous renvoie aux travaux de Manon Garcia sur le consentement à sa soumission, où elle explique justement que le coût-bénéfice-risque peut parfois pencher en faveur d'une forme de consentement à sa propre soumission, et que donc ça évacue pas, selon elle, le fait qu'il s'agisse bien de domination. Et donc je pense que c'est un argument suffisant pour invalider cette remarque faite par Allen. Et l'argument que je lui opposerais, c'est que, à mon sens, ce n'est pas suffisant pour distinguer pouvoir et domination, mais un élément qui pourrait être intéressant pour faire cette distinction serait celui d'une conception plus holistique du pouvoir. Et pour reprendre l'exemple du coach de basket, ce qui fait qu'il ne domine pas ses joueurs, mais qu'il exerce du pouvoir sur eux, c'est parce que le pouvoir qu'il a sur eux, il est contextuel. C'est-à-dire qu'il ne peut pas leur imposer dans la rue de traverser au feu rouge ou d'acheter telle marque de soda au supermarché. Par contre, il peut leur faire des tours de stade en courant. Et donc, ce qui différencie un pouvoir sûr d'un rapport de domination, c'est que le coach de basket n'a du pouvoir sur ses joueurs que dans l'enceinte du gymnase de 18h à 20h le mercredi. Donc voilà, ça me permet d'expliquer et en même temps de pointer les limites de la tentative de séparation que fait Allen du pouvoir sûr vis-à-vis du concept de domination. Je vais passer à son deuxième point, qui est l'idée d'unifier la notion de pouvoir et celle d'empowerment. Et donc, contrairement à la première partie, elle ne veut pas du tout faire de distinction, elle essaye au contraire de faire du lien. Et elle les pense même comme des synonymes. Pour elle, donc, ce qu'elle appelle le pouvoir de, c'est-à-dire le pouvoir de transformer, le pouvoir d'agir, et l'empowerment, ces deux notions sont toutes les deux des réactions qui face à une situation qui s'abat sur un individu ou sur un groupe. Donc, c'est vraiment une réaction à une action de domination. Si Allen cherche ici à ajouter la notion de pouvoir 2 à celle d'empowerment, c'est pour contrer une certaine conception de l'empowerment qu'elle trouvait dans la théorie féministe, notamment celle du CARE, celle de certaines écoféministes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui voyaient le pouvoir comme la possibilité d'empouvoirer les autres.
Or, il me semble que ça repose sur un socle assez peu solide, et elle reproche aux pratiques d'empowerment de reposer sur un argument essentialiste, mais elle retombe dans un certain essentialisme elle aussi. D'abord parce que elle part toujours du principe que le groupe femmes est un groupe relativement uni. Enfin, ou en tout cas, elle n'évacue pas cette question. Donc, comment conceptualiser le pouvoir comme un empowerment du point de vue des femmes sans tomber dans cet argument réessentialisant? Et l'argument que je voudrais mobiliser pour contrer Allen sur ce point-là, et qui fait reposer l'empowerment donc sur cette justification essentialiste, c'est le même que celui qui fait que Yang propose le concept de série, pour contrer une certaine vision du groupe femmes comme un groupe unifié. Donc Yang, dans un article qui s'appelle le genre comme structure sérielle, pour éviter de considérer que les femmes sont un groupe social, elle propose de les considérer plutôt comme une série. C'est-à-dire que, pour elle, les personnes peuvent être liées entre elles par leur rapport à un objet et par les règles qui régissent cette relation aux objets. Elle prend l'exemple de plusieurs personnes qui attendent le bus. Le seul lien qui existe entre ces personnes, c'est l'objet, le bus, et les relations qui les lient à l'objet, c'est-à-dire le fait d'attendre à l'arrêt de bus et pas au milieu de la route. Et donc ça ne fait pas d'eux un groupe, ça fait d'eux une série. Et cette conception, elle permet de ne pas supposer de nature féminine immuable, hein, un groupe uni qui se reconnaîtrait mutuellement comme faisant partie du même groupe et qui partagerait des traits communs et qui aurait un but commun. Mais ça permet d'expliquer quand même que le pouvoir peut traverser ces catégories-là soit par la position sociale dans laquelle elles se trouvent, soit par le fait qu'elles sont unies par cette série. Donc, le concept de pouvoir comme empowerment peut reposer et doit reposer sur autre chose que sur une nature féminine pour être pertinent et opérant pour une reconceptualisation féministe du pouvoir. Le dernier point, rapidement, s'il me reste un peu de temps, c'est la distinction que Allen essaye de faire entre la notion de pouvoir avec et celle de solidarité. Il existe une différence fondamentale pour Allen entre la capacité d'agir collective et la notion de solidarité. Et cette différence réside dans la nature du but poursuivi par l'action du groupe. Par exemple, pour Amy Allen, des militaires en opération dans un pays étranger peuvent exercer du pouvoir avec sur une population. C'est-à-dire qu'ils peuvent se reconnaître mutuellement comme faisant partie du même groupe, poursuivre un but commun et donc exercer une forme de pouvoir avec, mais que ce soit un rapport de contrainte, de subordination, de domination. Alors que pour Allen, le terme de solidarité est par essence lié à la subversion des rapports et des systèmes de domination. Donc c'est la différence majeure qu'elle fait. Elle s'appuie notamment sur la conception ardentienne de la solidarité. Chez Hannah Arendt, en effet, la notion de pouvoir est très liée à celle de l'action, et notamment à celle de l'action collective et de la sphère publique. Elle le distingue des termes d'autorité et de violence. Elle développe une notion du pouvoir dont la force repose sur le collectif. Et Allen reprend cette conception pour en faire un pouvoir collectif qui grandit dans et à travers l'action collective et qui permet de créer des coalitions en opposition à d'autres mouvements sociaux. Et c'est cet argument qui lui permet d'éviter d'essentialiser le groupe femmes, puisque c'est l'action collective qui est à l'origine de la création du pouvoir et donc du groupe. Et c'est plus du tout une nature commune que partageraient les femmes qui leur permettent d'agir ensemble. C'est vraiment l'action collective qui crée le groupe. Le problème est pris à l'envers. Néanmoins, j'ai une critique supplémentaire à adresser à Allen. C'est qu'elle passe complètement sous silence
la difficulté de constituer un groupe composé de sujets capables d'exercer du pouvoir entre eux, sur eux, mais aussi qu'elle passe sous silence les inégalités de pouvoir qui peuvent exister à l'intérieur du groupe, ou l'inégalité des sujets à se saisir de cette capacité à exercer du pouvoir. Elle échoue, à mon sens, à forger une conception de la solidarité qui soit un modèle adéquat pour penser les formes de pouvoir qui peuvent s'exercer à l'intérieur du groupe, qui poursuit pourtant collectivement un idéal de renversement des rapports de domination. Plusieurs éléments de conclusion, et je m'arrêterai là, c'est qu'on peut reprocher plein de choses à cette cartographie d'Amy Allen. Je pense que vous l'avez vu et j'espère que vous avez d'autres critiques à formuler. Je serais très contente de les entendre. Mais notamment sa lecture un peu simpliste du féminisme matérialiste, à qui elle reproche de ne pas laisser d'espace pour le concept de résistance en insistant trop sur celui de domination et en ne faisant jamais référence au concept de classe de femmes. Elle a une lecture, à mon sens, un peu simpliste. Néanmoins, il faut souligner l'effort qu'elle fait de collecter et d'articuler les théories féministes du pouvoir et surtout de les faire dialoguer. Et ça, c'est vraiment important et à mon sens, ça n'avait jamais été fait jusque-là. Avec quoi est-ce que l'on ressort de cette lecture critique d'Allen ? D'abord, qu'elle réunit des conceptions classiques du pouvoir avec les critiques formulées contre un pouvoir masculino-centré, mais aussi qu'elle échoue à forger un concept d'empowerment et de solidarité qui serait à l'épreuve d'une lecture intersectionnelle du pouvoir. Et du coup, j'ai un peu la même conclusion qu'Adèle tout à l'heure. Mais bon, à mon sens, une piste possible pour dépasser ça et que ne saisit pas trop Allen, qui permet de dépasser donc, le niveau micro de l'agency et le niveau structure, serait d'appuyer sur la manière dont Patricia Hill Collins définit le pouvoir comme étant une matrice. Mais elle ne lui fait pas du tout référence, à ma connaissance. Peut-être que depuis, elle s'est positionnée dessus. Néanmoins, le gros point fort de sa théorie, et je voudrais vraiment finir là-dessus, c'est pas tellement cette catégorisation du pouvoir qui est forcément partielle, qui demande de faire des arbitrages qui sont parfois caricaturaux et en fait peut-être impossibles. Donc c'est pas tellement cette catégorisation des rapports de pouvoir tels qu'ils existent, c'est plutôt les critères qu'elle met en place pour comprendre et analyser la nature d'une relation de pouvoir. Et pour ça, elle liste 5 critères qui sont, à mon sens, qui doivent peut-être être vus comme des points de vigilance plutôt, à travers lesquels nous pouvons envisager, lire et comprendre les rapports de pouvoir, souvent implicites dans les théories féministes. Donc, je vais vous exposer rapidement cette grille de lecture. D'abord, elle propose d'être toujours attentif à ce qu'elle appelle le sujet situé, c'est-à-dire à la manière dont le pouvoir a formé le sujet. Ici, être femme, par exemple. Le deuxième critère, c'est ce qu'elle appelle la signification culturelle. C'est être attentif à la manière dont la culture a forgé les traits déterminants des sujets. Par exemple, une critique de base du Black Feminism, c'est de dire que le stéréotype « les femmes sont passives » n'est vrai que pour les femmes blanches de classe moyenne. Le troisième critère, c'est celle des pratiques sociales. Ça veut dire pour elle être attentif aux pratiques et aux désavantages structurels qu'elles produisent. Par exemple, la position des femmes dans la pratique sociale structurelle qu'est le mariage. Le quatrième critère, c'est celui des institutions. Pour elle, il faut être attentif à la manière dont les institutions et le système cristallisent l'infériorisation des femmes. Je pense ici notamment à l'inégalité salariale. Et enfin, dernier point, et c'est le niveau le plus macro, il faut être attentif aux structures, c'est-à-dire à l'ensemble des institutions et des pratiques sociales à un niveau transnational. Et il faut y être attentif quand on cherche à comprendre le pouvoir d'un point de vue féministe. Et c'est là toute la difficulté, articuler le micro avec le structurel. Donc il me semble que cette grille nous permet de lire les rapports de pouvoir de manière plus multidimensionnelle, mais peut-être et surtout de nous donner un agenda commun
pour s'attaquer à chaque dimension d'un pouvoir qui serait inégalitaire et injuste. Voilà, merci beaucoup. Super, bah, merci beaucoup Lila, c'était trop intéressant. Et du coup, bah, on va ouvrir le temps de questions. Si jamais il y en a pas, moi j'en ai quelques-unes. C'était sur sur la contribution d'Adèle qui disait, donc, j'ai noté qu'on pense la transformation sociale qui advient chez Starhawk plutôt par une modification des affects que par une modification des concepts. Et moi, la question que je me posais, c'était euh, chez Starhawk, qu'est-ce qui va permettre aux affects de se modifier? Alors, qu'est-ce qui va impulser ce changement? Et est-ce qu'elle décrit précisément bah, de quelle manière faudrait que les affects se modifient pour qu'on advienne à une transformation sociale? Ce serait ça ma question. Si c'est décrit évidemment dans ses écrits. Bah, c'est tout le reste du livre, en fait. Parce que du coup, moi, j'ai présenté le chapitre 1 et en fait, après, dans les autres chapitres, il s'agit de voir concrètement comment on modifie les affects. Mais en fait, c'est ces techniques magiques que j'évoquais. Et ah oui, alors en fait, ce que j'ai pas précisé, c'est que Starhawk, elle appartient au mouvement du néopaganisme, qui est en fait un mélange de plusieurs traditions ancestrales, autochtones et européennes, et qui renvoie à toute la tradition des sorcières et des rituels et des incantations et voilà. Et donc bah, en fait, si on la caricature, voilà, on voit, une espèce de chamane, qui fait des espèces d'incantations et tout. Mais en fait, il y a on peut faire une lecture très, enfin, contemporaine, de sa spiritualité. Et il va y avoir, bah, peut y avoir des rituels, qui vont vraiment être, ouvertement spirituels avec des formes de danse et aussi beaucoup de chant. Mais bah, par exemple, en fait, elle va décrire des techniques d'organisation qui ont été, énormément répandues, dans le monde militant, mais par exemple, un tour des émotions. Bah, ça, quand on fait, la météo des émotions à une réunion, qu'on commence par, avant de mettre l'ordre du jour, dire, bah, comment tout le monde se sent, bah, ça a un effet sur les gens. En fait, ça pose un cadre où, tout de suite, ça, désenclenche, des mécaniques de pouvoir. Et il va y avoir un ensemble comme ça de techniques organisationnelles, où, on va pouvoir, bah, aussi créer des malaises parce que c'est des choses auxquelles on va pas être habitué, et ça va commencer à changer nos affects et à éveiller en nous, d'autres sensibilités. Ça peut créer de l'empathie aussi pour, bah, c'est aussi toute la question de, comment on s'organise avec des personnes qui ont pas développé, heu ces capacités, du fait qu'elles ont pas eu l'éducation de genre qui correspond en quoi. Bah, en fait, il y a les techniques magiques qui peuvent, enfin, faire contrepoids aux structures de domination, quoi. Ok, merci beaucoup. Bah, ça répond totalement. C'est super intéressant en tout cas. Il me semble que Marion, tu avais levé la main et sinon, je regarde le chat si vous posez des questions. Bah, en attendant, s'il y a des questions qui viennent. Moi, j'avais une question pour toi, Lila, sur Amy Allen. Alors, j'espère avoir bien compris, mais tu disais qu'elle faisait la différence entre pouvoir sûr et domination, avec le consentement? Enfin, que pouvoir sûr, implique qu'on accepte, enfin qu'on consent, pardon, à ce pouvoir sûr. Et j'ai encore, l'exemple du coach, de basket qui était très éclairant. Et je me demandais si dans son ouvrage, elle avait enfin dans son œuvre, ouais, elle avait, un peu détaillé sur comment s'assurer de enfin si elle caractérisait déjà d'une part ce consentement et si, elle, développait, voilà, c'est de comment s'assurer en fait de ce consentement, voilà. Mais déjà le caractériser, est-ce que c'est présent dans dans son œuvre? Bah, en fait, non, et c'est pour ça que je trouve ça problématique parce que, elle dit simplement, que le, pouvoir, sûr ne se fait pas à la défaveur du groupe dominé, et c'est pour ça que, c'est moi qui ajoute, enfin, qui l'ai lu comme une forme de consentement au pouvoir qui se
qui se jouait sur les personnes, mais elle n'utilise pas le terme consentement. Et elle ne le spécifie pas, et c'est pour ça que pour moi, ça me semblait problématique à plein d'égards. Et attends, il me semble qu'il y a une autre question qui traite de ça. Je peux peut-être les traiter ensemble. Dans le chat, je vais rapidement lire la question sur la différence pouvoir sûr et domination chez Allen. La notion de pouvoir le bien de l'autre me semble bancale. Ce sont les dominants qui définissent le bien du dominé. On peut douter que ce sont... Tout à fait. Et donc, cette différenciation est bof, ou j'ai rien compris. Alors, vous avez tout à fait compris, c'est tout à fait bof, je suis d'accord. Et elle dit simplement qu'il faut être attentif à ce que cet argument pour le bien des personnes ne soit pas instrumentalisé. Et elle a simplement une phrase qui dit que... parce qu'en fait, les hommes ont souvent dominé les femmes en prétendant que c'était pour leur bien. Et c'est tout. Et comme après, elle évacue la question avec « oui, mais un coach de basket, il le fait pour le bien des joueurs », en fait, il n'y a pas d'articulation réelle de est-ce que ça veut dire que les personnes consentent à la manière dont ils sont dominées? Est-ce qu'on peut consentir au fait d'être dominé si on estime que c'est pour notre bien et qu'en fait, c'est un peu ce que dit Manon Garcia, en fait, parfois, c'est aussi plus confortable, même si ça pose plein de problèmes à la fois moraux, mais aussi juste de manière structurelle, quoi. Est-ce que c'est un modèle de société qu'on veut reconduire? Mais oui, non, c'est, à mon sens, très partiel et tout à fait bancal comme distinction. Et c'est pour ça que je proposais plutôt qu'on le conçoive de manière holistique. Si le pouvoir s'exerce à toute heure et dans tous les contextes sur les personnes, alors c'est plutôt de la domination. Je ne sais pas si je répondais à ta question correctement, Marion. Ouais, super, nickel, merci beaucoup. C'était très clair. Et j'ai vu qu'il y avait deux personnes, il y avait Adèle qui levait la main et Lina, donc peut-être on va faire dans l'ordre. Vas-y Adèle, je pense que tu voulais rebondir. Ouais. Oui, non, mais c'était juste pour rebondir, mais dans la situation du coach, je ne sais pas si on ne peut pas appliquer un espèce de modèle contractualiste où il y a quand même des personnes qui ont choisi d'aller prendre un cours, alors que, par exemple, dans la situation d'un enfant qui est dominé par un adulte, il n'y a aucun contrat, quoi, et du coup, le bien est vraiment déterminé par un dominant. Donc, je ne sais pas s'il n'y a quand même pas des variations de situation en fonction de comment le bien est décidé, par qui, pourquoi. Je sais pas, je pense que cette notion de consentement, elle n'est pas absurde. Non, non, elle n'est pas absurde, je pense qu'elle n'est pas suffisante. Parce que même adopter un modèle contractualiste, en fait, ça pose le principe que les limites du contrat sont très claires, or elles ne le sont jamais. Et dans le cadre je pense qu'il y a suffisamment, notamment d'histoires d'agression sexuelle entre coach et joueurs et joueuses pour qu'on se dise que ce qui est fait pour le bien de la personne, pour le faire progresser, en fait, ça ne tient pas, les limites du contrat sont floues et c'est quand même une forme de domination. C'est complètement de la domination qui s'exerce. Oui, mais c'est ce que j'allais dire, oui, juste après, c'est que de toute façon, on reste dans une structure de base, donc il y a toujours une structure sociale qui fait qu'il y a de la domination. Donc, Non, mais je suis d'accord qu'elle n'est pas du tout absurde. Je pense qu'elle n'est pas suffisante. Enfin, elle est trop schématique pour s'intéresser aux relations sociales. Mais je suis d'accord avec toi. Je prends la parole du coup. Merci beaucoup pour vos deux interventions. C'était très intéressant. J'ai deux questions qui sont plutôt générales, mais qui s'adressent à vous deux. La première, donc, pour continuer sur la même lignée de cette discussion, c'est sur donc, cette notion, cette distinction entre pouvoir sûr et domination. Et je me demande vraiment le rôle des institutions là-dedans ou des pratiques sociales. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de groupes sociaux et d'individus, mais quel est vraiment le rôle des institutions? Est-ce que ce ne sont pas ces institutions-là qui vont donner du sens, par exemple, on reprend l'exemple du coach de basket. Bien sûr que on a un jeu qui s'appelle le basket, qui a certaines règles, mais il y a l'institution derrière. Et bon,
les choses qu'on va mettre en place pour le bien des joueurs et des joueuses, c'est aussi des choses qui vont servir à cette institution-là qui est derrière. La deuxième question, c'est sur quelque chose que vous avez toutes les deux effleuré. C'est sur, on a beaucoup parlé de pouvoir entre femmes et hommes, mais quel est vraiment genre, comment on peut formuler, comment on peut modéliser bien cette notion de pouvoir aussi en fonction d'autres catégories sociales, en fonction par exemple de la racialisation, de la classe, ou même de choses comme la colonisation, des choses qui sont plutôt internationalistes. Voilà. Est-ce que tu veux commencer par répondre Si tu as des éléments, vas-y. Plutôt sur la deuxième question, parce que c'est vrai que cette distinction entre pouvoir sûr et domination, pour le coup, elle vient de toi. Mais non, mais sur la question en fait, c'était tout mon point à la fin de ma présentation, qu'en fait, il faut avoir une approche intersectionnelle du pouvoir et que ça va être un point aveugle dans, en tout cas, les théories que j'ai présentées. Après, donc ça, c'est quelque chose dont j'ai pas eu le temps de parler, mais en fait, Follett, elle est pas... elle s'est pas dite féministe et ses analyses se concentrent pas sur la question du genre. Je pense qu'on peut faire une lecture féministe de sa théorie, c'est sûr, mais en tout cas, tout ce que j'ai dit se veut pas être une pensée du pouvoir directement adressée à l'émancipation des femmes. Et donc, elle essaye de penser quelque chose qui va être en droit possible, quelle que soit la personne, quelle que soit la position dans la société. Ça me paraît un peu utopisque. Et en fait, Starhawk, elle essaye aussi, il y a chez les deux, il y a aussi cette idée que en droit, on peut développer la forme de pouvoir, quelle que soit son genre et quelle que soit sa race et quel que soit le type d'oppression qu'on subit. Mais moi, j'ai le sentiment que, en tout cas au niveau des techniques d'organisation, il faut vraiment se poser la question, notamment en termes de... j'ai l'impression qu'il y avait aussi ça qui était présent chez Lila, mais en termes de quels rapports de pouvoir vont s'inscrire à l'intérieur du groupe qu'on va constituer. Et un vrai groupe, donc pas juste une série, et qu'en fait, dans le groupe, on va avoir des rapports de pouvoir. Et je pense que si on prend en compte ça, il y a des... On ne peut pas s'organiser avec n'importe qui, quoi. Et moi, c'est un peu aussi la réflexion qui venait en écoutant Lila, où je vois qu'il y a toujours cette question de, en fait, le pouvoir sûr revient dans notre technique de groupe, et du coup, il faut vraiment se poser la question de qui en fait partie, quel type de pouvoir est présent, et est-ce qu'il ne faut pas accepter le fait qu'il y a des critères d'inclusivité à déployer, quoi. Mais c'est une vraie question. Merci. Pour compléter rapidement la réponse d'Adèle, d'abord, je vais faire un petit détour par la question sur le rapport aux institutions. En fait, la problématique, c'est la manière dont les institutions cristallisent des formes de pouvoir sûr, mais surtout la manière dont elles font en sorte que les agents individuels redéploient ce type de pouvoir sûr. Et pour finir sur cet exemple du coach de basket, en fait, les institutions, elles ont tout intérêt à préserver ces formes hiérarchiques de pouvoir qui sont à leur avantage. La fédération de basket couvre les agissements des coachs accusés d'agression sexuelle, etc. En fait, ça pose pas... cette lecture systémique des institutions n'est pas suffisante pour comprendre le pouvoir d'un point de vue de ceux qui sont tout au bout de la chaîne, en fait. Il me semble. Mais on peut en rediscuter. Et sur cette question de savoir comment l'étendre à d'autres catégories et avec qui on s'organise, je suis d'accord et en même temps, je suis embêtée. Donc, il n'y a pas grand-chose chez Amy Allen là-dessus.
Mais moi, ça me pose problème d'un point de vue personnel et militant, qui est que en fait, j'ai du mal à renoncer à l'idée d'une classe, d'une classe de femmes, c'est-à-dire de renoncer à la lecture qui dit que sur toutes les femmes s'abat une forme de pouvoir qu'est le patriarcat, et qu'en même temps, il faut prendre en compte les dynamiques de pouvoir qui s'abattent pas uniformément sur certaines d'entre elles, les femmes pauvres, les femmes handicapées, les femmes racisées, etc. Et qu'en plus de ça, à l'intérieur de cette gigantesque catégorie, il y a des rapports de pouvoir qui sont parfois extrêmement forts et peut-être plus difficiles à subvertir encore. J'ai pas de réponse, évidemment, parce que sinon, ce serait très cool. Mais j'ai pas de réponse, si ce n'est que j'ai personnellement du mal à abandonner l'une et l'autre des grilles de lecture. C'est-à-dire arrêter de considérer les femmes comme une classe et en même temps mettre le focus sur les rapports à l'intérieur de ce groupe. Voilà. Tu vois. Si je peux me permettre de rebondir peut-être. Oui. Personne n'a de question. Mais de façon plutôt naïve, j'aurais plutôt tendance à dire que peut-être que ça se co-construit, que ce ne sont pas les groupes sociaux qui sont soumis au pouvoir, mais plutôt le pouvoir qui fait les groupes sociaux. Et que du coup, donc, ce qui fait une classe, ce qui fait un groupe social, ça va être ce rapport même au pouvoir et puis peut-être dans un certain sens aux institutions. Et c'est pour ça que je parle d'institutions, de choses plutôt matérielles. C'est-à-dire que ce qui fait le groupe femme, peut-être que c'est effectivement un rapport au patriarcat, ce qui veut dire des oppressions qui sont similaires et du coup qui sont communes, mais peut-être aussi un certain rapport, le même peut-être, aux institutions. Et puis, ce qui va faire les différences avec des groupes, par exemple, de femmes nord-africaines en France ou des groupes de femmes noires aux États-Unis, ça va être un autre rapport aux institutions et puis un autre rapport aux oppressions. Donc, je ne sais pas trop comment faire le lien entre donc, cette constitution de classe sociale, de groupes sociaux, avec le pouvoir et puis de l'autre côté, peut-être en sous-pouvoir, quelque chose qui va faire les institutions, quoi. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais j'ai l'impression qu'il y a une co-construction entre la notion de classe sociale, de groupes sociaux, et puis cette notion de pouvoir. Est-ce que ce sur quoi tu veux mettre l'accent, c'est le fait que du coup les personnes peuvent être positionnées en fonction d'une expérience commune de cette domination par les institutions? Est-ce que c'est... Plutôt que les groupes sociaux, ce sont des groupes, des entités qui sont dont les membres sont contraintes de la même manière, et du coup peut-être par les institutions, effectivement. Je ne sais pas si on pourrait préciser un peu ce qu'on entend par institution, parce que je me rends compte que j'ai peut-être pas les mêmes définitions. J'avoue que peut-être que ma définition d'institution elle est plutôt floue, mais donc pour moi, ce qui me manquait plutôt, c'est d'ancrer vraiment une analyse du pouvoir dans un monde social qui est déjà formé. Et donc, du coup, ce sont les institutions qui vont peut-être donner du sens, qui vont peut-être dire ce qui est bien, ce qui est mal, qui a du pouvoir, qui n'en a pas, qui est dominé, qui n'est pas dominé. Et du coup, j'ai l'impression que si on parle que de groupes sociaux, si on parle que d'individus, on n'a pas ce rapport-là au contexte. Et du coup, c'est ça qui me questionne un petit peu. Non. Non, pardon, je réfléchis en même temps. En fait, c'est la difficulté numéro 1 de toutes les théories féministes, je pense, c'est d'articuler le niveau micro, la manière dont les agents sont capables d'exercer du pouvoir, un niveau méso qui serait peut-être les groupes sociaux, du coup, ce qui se passe à l'intérieur de groupes, comment on se constitue en groupe et comment on est constitué en groupe par, vous dites institution, mais c'est vrai que moi là-dessus, je dirais plutôt structure. Ouais. Et un niveau macro de la manière dont les structures sont constituées, sont pérennisées et la manière dont elles reproduisent des rapports de domination sur les individus. Donc, pour moi, c'est tout l'agenda politique et le problème qu'on se pose depuis hyper longtemps. J'avoue, j'ai pas de solution. J'ai
des éléments pour une compréhension, mais j'ai pas de solution à ça. Mais peut-être, bientôt, peut-être dans 3 ans, la fin de ma thèse aussi, je vous dirai. Mais Ok, Mais j'attendrai. je crois que ce qui est arrivé dans la présentation de Lila et que je trouve, enfin la distinction là entre groupe et série, c'est que, et en fait qui était un peu présent, mais j'avais pas le concept, mais que un groupe social, c'est pas forcément chose qu'un groupe politique, par exemple, même si en fait il y a un lien qui se fait. Et je pense que en fait c'est enfin que quand un groupe va se constituer, donc va y avoir ce que Makitan appelait une conscientisation, là, une espèce de conscience de groupe quoi, qui se met en place. Bah, ça peut coïncider avec une conscience de classe, quoi. Ça peut être un groupe social. Et donc, forcément, il va y avoir les personnes qui vont se rassembler vont le faire sur la base de points communs, quoi. Mais, et donc, d'un rapport aux structures sociales et du type de pression qu'elles subissent. Mais je crois qu'en fait, tout le problème, c'est que les structures de pouvoir sont extrêmement complexes et se croisent, et que les individus sont toujours au croisement de toutes ces structures qui s'imbriquent les unes dans les autres. Et donc, la classe en tant que telle, ça va être une construction politique, ça va pas être juste voilà, un groupe qui est là et qui attend, parce qu'en fait, le pouvoir, il est dynamique, il est imbriqué, et donc on est toujours en prise avec différentes structures de pouvoir. Je sais pas si ça. Enfin, moi, je le vois un peu de cette façon-là, quoi. Et du coup, il y a toujours les deux, quoi. Il y a en fait, on se constitue en fonction de notre relation avec la structure de pouvoir, et en même temps, il y a une création politique qui est en jeu, donc il y a quelque chose il y a quelque chose qui se crée, quoi. Il y a pas, il y a quand même les individus qui ont un pouvoir à ce moment-là. Mhm. Mais oui, oui. Mais vous me dites s'il y a d'autres questions et il n'y a pas de souci. Mais je me permets de rebondir encore. Mais j'ai l'impression que le nœud, c'est la question même de l'intersectionnalité. Et puis, comment on va faire pour la question que tu as posée, Lila, pour en même temps ne pas abandonner qu'il y a une chose qui s'appelle les femmes et qui est dominée par un certain patriarcat. Et en même temps, comment on fait toutes ces spécificités, comment on fait pour rendre la réalité de toutes les spécificités qui font que le groupe femme n'est absolument pas uni. Et du coup, c'est pour ça que je parlais d'institution, c'est que j'avais l'impression que ce qui faisait la spécificité, c'était la manière même dont on était contraint par un monde social qui ne vient pas, qui n'est pas né d'hier, mais qui est vraiment construit historiquement. Et puis le sens est donné par les institutions qui vont, elles, influer, qui vont donner le sens. Je ne sais pas comment dire, mais par exemple, on prend par exemple l'institution qu'est la police, le système judiciaire. Les personnes, s'il y a quelque chose comme une oppression raciale de ces institutions-là, c'est parce que la police peut-être a été construite d'une certaine manière, parce qu'il y a eu une construction qui est faite par rapport à la colonisation, etc. Et du coup, c'est comme ça que les personnes qu'on dit racisées sont contraintes par cette institution-là. Et du coup, j'ai l'impression, il faudrait peut-être comprendre le pouvoir en même temps avec évidemment cette notion de groupes sociaux, de classe sociale, mais également avec cette notion plutôt historique, contextuelle vraiment, de remettre en question la notion contextuelle. Je ne sais pas trop si c'est clair. non, c'est clair et je suis d'accord avec vous. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Merci en tout cas. Ouais, je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des remarques que vous aimeriez apporter avant de clore éventuellement cette séance? Ou si Adèle et Lila, si vous voulez vous poser des questions l'une à l'autre ou pas, mais c'est le moment, si jamais. Je crois que j'avais pas de questions parce que la présentation d'Adèle était très claire, donc Vos deux présentations, crois ouais. que c'est bon.
Moi, j'avais enfin, il y a pas mal de choses qui sont revenues, enfin, que j'ai pu clarifier dans les discussions là qu'on vient d'avoir. Mais enfin, sur la question du groupe et tout ça, je trouvais ça intéressant. Euh, oui, si j'avais deux petites choses qui me venaient en tête. Enfin, la première, c'est aussi sur la question de qu'est-ce que c'est qu'un groupe. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'un groupe, quoi? Qu'est-ce qu'on appelle groupe? J'ai l'impression qu'il y a plein d'éléments de définition qui peuvent venir. Mais il y a aussi que, enfin, par exemple, notamment sur la question de l'homogénéité du groupe femmes et de comment on prend en compte la question intersectionnelle et tout. Moi, je me dis souvent aussi, enfin, un groupe, c'est pas une société. Et du coup, ça veut dire que ça peut être beaucoup plus éphémère, ponctuel, évanescent. Et que enfin, on peut, enfin, parce que je réfléchis de manière très concrète, mais on peut avoir des moments de solidarité avec des critères d'inclusivité. Et puis, ça ne veut pas dire qu'on va plus rien faire d'autre avec d'autres personnes, etc. Et donc, je me dis aussi de prendre en compte enfin, le côté hyper fluide, hyper dynamique de toute cette organisation-là, qui fait qu'en fait, si on réfléchit sur le modèle de la société, où on a envie d'avoir une unité politique bien définie, avec voilà, les statuts qui sont décidés, etc., on n'arrive pas à comprendre vraiment comment ça fonctionne, une mobilisation. Enfin, j'ai l'impression que c'est toujours un truc hyper vivant, puis hyper complexe, puis de temps à autre, on va fonctionner d'une certaine manière, et puis après, on va interagir avec d'autres personnes. Enfin, je sais pas, aussi de mettre un peu de mouvement dans tout ça, quoi. C'est permet aussi peut-être de d'essentialiser le groupe femmes. Puis la deuxième chose, oui, c'était quand tu faisais la distinction, Lila, entre pouvoir avec et solidarité. Donc, c'est la distinction que fait Amy Oui. Allen, c'est ça? Mais je pense que le pouvoir avec, c'est pas celui que décrit Follett, du coup. Parce que en fait, le pouvoir avec chez Follett, ça peut pas servir à du pouvoir sur. Parce que l'enjeu, c'est en fait, ils sont tellement antinomiques, parce que tu prenais l'exemple des militaires, où en fait, on a un pouvoir avec, qui au final, où en fait, on a une cohésion de groupe qui permet Mm. d'exercer un pouvoir sur, qui est sûrement de la domination quand même. Mais en fait, chez Follett, c'est tellement antinomique que le pouvoir avec n'est pas un moyen pour, et le pouvoir sur une finalité. Et en fait, c'est aussi toute une pensée des moyens et des fins qu'il y a, où en fait, les moyens sont des fins en soi. Et en fait, c'est une idée qui va être très féconde avec la pensée anarcho-féministe en fait, pour se débarrasser d'une oppression, il faut que dans nos manières de faire, enfin, on n'exerce pas l'oppression dont on veut se débarrasser, mais c'est que le but politique qu'on vise, bah, en fait, on l'accomplit tout de suite par les processus d'organisation qu'on met en place. Ok. Et ça peut pas entraîner. Enfin, le but, si ça entraîne de la domination, c'est qu'on a raté un truc, quoi. Même si c'est une domination qui est à l'extérieur. Ça veut dire qu'on a raté un truc, mais donc du coup, ça n'est plus, enfin, ça nous sort de la catégorie pouvoir avec. Euh, Ben, est-ce que je sais pas. En vrai, ce serait une vraie question, mais en fait, c'est ce que je trouve que c'est pour ça que c'est intéressant d'ajouter Starhawk, parce que comme il y a cette idée que en fait, ça se joue dans une structure psychique, bah, en Mm. fait, c'est pas juste de la stratégie, c'est ça, c'est qu'en fait, Ouais, ok. chez les militaires, la coopération, c'est une stratégie pour en fait gagner la victoire. Oui. Mais en fait, chez Follett, et je pense qu'en fait, on comprend mieux avec Starhawk cette idée que en fait, on ne veut plus de domination. Mm. Donc en fait, il faut qu'on change, enfin, politiquement et individuellement, mais les deux sont liés, quoi. Ok. Mais c'est dans ces cas-là ce que Allen met plutôt sous le mot de solidarité, parce que pour elle, il y a Oui, l'idée de subversion des rapports de domination qui n'a oui, pas un pouvoir avec. Pour elle, oui, elle s'arrête à la lecture, on se met ensemble, on se met ensemble et on voit ce qu'on fait, mais ça peut potentiellement être de la domination. oui, mais en fait, en fait, c'est un modèle politique, quoi, qu'il y a dans le Ok. pouvoir avec chez Follett, et qui est un petit peu, mais bon, je sais pas si il y a besoin de faire ces liens-là, mais qui est un petit peu en lien avec le modèle aristotélicien de la communauté, là. Ok. Bah, très intéressant. Parce que, enfin, Aristote, il dit, bah, justement, des militaires, ça fait pas une communauté, c'est que de la stratégie.
Ok, non mais j'entends, j'avais pas cette grille de lecture-là. Mais je suis pas, enfin, c'est pas si Mhm. il n'y a pas tellement besoin de le faire pour comprendre, mais ça peut aider peut-être à faire les. Non, mais tout à fait. Et je réponds juste à la première question sur c'est quoi un groupe. Moi, c'est pas la question que je me pose en majorité dans ma thèse, donc j'avoue que en plus c'est une question compliquée, franchement, je te la laisse. Mais je garde juste la grille de lecture de Iris Young quand elle définit la série. En fait, en creux, elle définit le groupe. Et pour elle, un groupe, c'est des gens qui se reconnaissent mutuellement et qui poursuivent un objectif commun. Et la reconnaissance mutuelle, c'est suffisant, et reconnaître que les autres poursuivent le même but que soi-même, du coup. Bah, ce qui va être hyper intéressant, enfin, parce que du coup, moi, c'est la question que je me pose. Mais c'est qu'il y a ça, en fait, dans les théories que j'étudie. Et effectivement, cette reconnaissance mutuelle, elle va se baser sur le fait qu'on subit des structures de pouvoir similaires. Donc, on est un peu défini par les institutions. Mais ce qui va s'ajouter dans les pensées anarchistes, c'est que aussi, on est d'accord sur les manières de poursuivre ce but. Et c'est pour ça que la théorie du pouvoir est importante. Ok, bah, écoute, très éclairant. Merci beaucoup.